Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques. Je vous rappelle, c'est l'essentiel de l'actu tech que nous traitons tous les matins en live sur Twitch à 11h30. Aujourd'hui, et comme d'habitude, malheureusement, nous allons parler des actualités en Ukraine et on va faire un focus sur la Russie aujourd'hui. La Russie, qui déclare aussi ses pertes et ses propres attaques. Cette dernière, par la voix de son agence de presse TASS et de son ministère de l'Information, annonce que le pays est sous le feu d'une attaque et de plusieurs attaques de hackers sans précédent. Il parle d'incidents 2 à 3 fois plus graves que lors des pointes précédentes et qui toucheraient la plupart des services et des compagnies russes les plus importantes. Autre point hacking ici signé par le collectif Anonymous qui a pris le contrôle de plusieurs centaines de caméras de surveillance en Russie, qu'elles soient intérieures, extérieures, dans les rues, dans des gymnases, dans des boutiques, pour que déjà passer des messages de propagande pro-ukrainienne et puis aussi pour montrer aux gens ce qui se passe actuellement en Russie. Vous pouvez aller voir, ils ont mis un site en avant, je vous laisse le découvrir par vous-même. On termine enfin sur un point armement et un point drone, puisque on avait parlé de drones ukrainiens mis en place par l'armée ukrainienne. Il y a aussi des drones russes dont on commence à voir les traces et on commence aussi à avoir peur d'une guerre évidemment qui va être à distance et qui va être gérée par des intelligences artificielles, avec ici ce drone d'à peu près 1,20 m de large, dont on voit de plus en plus de traces sur le sol ukrainien, qui est mis en place par une filiale de la société célèbre Kalachnikov et qui pourrait transporter sur 30 km 3 kg d'explosifs pour venir se faire exploser sur des cibles désignées par une intelligence artificielle. C'est pas Jojo. Justement, on continue sur l'intelligence artificielle et promis, après on fait des news un petit peu plus joyeuse, avec un rapport alarmant de deux chercheurs, Fabio Urbina, Philippa Lenzos, aidés aussi de Cédric Inversini et de Sean Ekins, qui ont prouvé qu'avec des modèles prédictifs et d'intelligence artificielle, on pouvait créer des molécules et des bactéries et des virus mortels, et ce, par dizaines de milliers, et ce, en quelques heures. Ils étaient invités à une conférence pour expliquer comment les recherches pour justement trouver des médicaments pouvaient être dérivées. Et ils ont tenté eux-mêmes, ils le citent, au lieu d'entraîner leur modèle prédictif à créer des molécules qui éviteraient toute forme de toxicité dans les résultats, ils ont inversé un petit peu, pour simplifier les choses, leurs règles d'apprentissage pour chercher des molécules qui iraient vers de la toxicité, notamment en se basant sur le fameux agent VX, cet agent qui est très connu, et malheureusement puisqu'il est très efficace pour tuer des gens en bloquant notamment leurs poumons, et se sont rendus compte qu'en quelques heures, ils avaient créé énormément de molécules, alors qu'ils n'ont pas testé en vrai, mais dont ils pensent que les modèles prédictifs sont assez crédibles, bien plus efficaces et plus mortels encore que l'agent VX. Ils tirent évidemment la sonnette d'alarme puisqu'ils expliquent que dans très peu de temps, avec peu de puissance de calcul et peu de connaissances, on va pouvoir créer et en tout cas modéliser des molécules mortelles très très vite. Alors évidemment après il faudra les mettre en fabrication si on veut aller plus loin, mais ça fait quand même un petit peu froid dans le dos. Bon ok, on passe maintenant à des news un petit peu plus joyeuses. Et encore, puisqu'on va parler de Meta et de ces lunettes connectées, les fameuses Stories qui sont mises en vente désormais en France au prix de 329 €. Je vous rappelle que c'est une collaboration entre Meta pour le software et toute la partie caméra et micro, et Ray-Ban pour la partie lunettes, puisque justement ce sont littéralement des lunettes avec les silhouettes les plus classiques de chez Ray-Ban. Vous pouvez même mettre des verres correcteurs dessus, mais vous pourrez prendre des photos et filmer jusqu'à désormais 60 secondes de vidéo, parce qu'avant c'était limité à 30 secondes. Évidemment, Meta vous promet que ces lunettes vont respecter la vie privée des gens, puisqu'une lumière s'allumera dès que vous filmerez, et que de base, vous ne partagerez pas vos informations avec Meta, sauf si vous le choisissez. Je vous rappelle que lorsque les journalistes américains ont testé ces lunettes, ils ont juste mis des bouts de scotch sur les lumières, et puis en fait, du coup, il n'y a plus de lumière qui se voyait. Bon, on verra en tout cas. On essaiera de tester ces lunettes. 329 € le 14 avril en France. Autre télé qui arrive peut-être bientôt en France, mais aux États-Unis, les fameuses télé QD OLED de Samsung. Oui, les vraies télé OLED de Samsung arrivent enfin. Je vous rappelle que lors de l'annonce du CES, c'était Sony qui avait annoncé une télé avec cette dalle Samsung, et c'était Alienware qui avait montré un moniteur gaming avec une autre dalle Samsung. Ici, nous avons deux écrans. Bonne nouvelle, c'est moins cher que très cher, on va dire. Voilà. Les télés Sony, dont on n'a pas encore le prix officiel en France, on avait une rumeur pour des télés entre 3 000 € le 55 pouces et 4 000 € le 65 pouces. Ici, vous voyez, on est sur le site officiel de Samsung, et ces télés qui sont arrivées sans tambour ni trompette, sont proposées à 2199 $, donc 2200 $ pour la 55 pouces et 3000 $ pour la 65 pouces. Attention, c'est évidemment du hors taxe. On attendra de voir quand est-ce que Samsung France
donnera les tarifs. On reste dans le matériel puisque ce matin, je vous rappelle, dans le live, Raphaël est venu et on a parlé notamment de la gamme Apple qui vient d'arriver. C'est la fameuse gamme Studio, donc le Mac Studio et le Studio Display qui ont fait beaucoup couler d'encre. Je vous rappelle qu'on a livré, nous, nos tests hier après-midi. Est-ce que ce sont des bonnes machines? Est-ce que ce sont des bons moniteurs? Est-ce qu'il y a une bonne webcam? Est-ce que la puissance est vraiment à la hauteur pour venir attaquer des Intel Xeon et autres RTX 3090? Pas exactement. Voilà, je vous invite à aller voir le live pour la longue discussion qu'on a avec Raphaël et tout le chat. Mais pour vous dire globalement, le Mac Studio nous a convaincus, mais pas autant que ça. Et le Studio Display, lui, nous a quand même un petit peu moins convaincus. Il y avait aussi une autre grande marque qui avait beaucoup de tests à apparaître, c'était Xiaomi, puisque nous avons testé son premier aspirateur en France sous le nom de Xiaomi, le fameux Mop 2 Pro. Et nous avons également testé l'autre Pro de chez Xiaomi, c'est le Xiaomi 12 Pro qui a été testé par Kevin. Deux appareils intéressants, mais qui ne seront pas les références de leur genre. Je vous laisse évidemment aller voir les tests pour en savoir un petit peu plus. Maintenant qu'on a montré tous ces beaux petits gadgets qui fonctionnent tous sur batterie, que fait-on des batteries? L'Union européenne voudrait encore et toujours aider à ce que ces batteries soient mieux gérées par les fabricants. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, la plupart des téléphones ne s'ouvrent plus vraiment et que la première cause de remplacement de matériel, c'est souvent parce que la batterie ne fonctionne plus très bien. L'UE vient de remettre en avant un rapport qui s'est sorti il y a 2 ans, en 2020, pour obliger les fabricants à accéder facilement aux batteries, à gérer des batteries de manière plus verte, notamment en assurant une disponibilité de ces dernières pendant au moins 10 ans après la sortie d'un produit. Évidemment, c'est un rapport qui a été mis en avant et n'est pas sûr encore qu'il va passer. J'imagine que tous les fabricants d'électronique ne seront pas vraiment pour avoir ce système contraignant pour eux. Mais nous, on espère évidemment que toutes ces batteries qu'on voit dans tellement d'appareils et qui sont souvent jetées dans des déchetteries auront une gestion digne de notre consommation. On enchaîne avec un petit point gaming, 2 petits points gaming. Le premier rapidement, c'est que AMD met à jour son FSR. Qu'est-ce que c'est? C'est le Fidelity FX Super Resolution. Et en gros, c'est un système qui permet de upscaler votre image, un peu comme Nvidia le fait avec le DLSS, mais ce de manière, on va dire, plus ouverte, puisque c'est compatible avec n'importe quelle carte graphique, mais aussi un peu moins performante, puisque les technologies propriétaires d'Nvidia, notamment en intelligence artificielle, ne sont pas ici présentes. La première version du FSR ne nous avait pas vraiment séduite. La version 2 pourrait changer la donne puisque selon notre spécialiste Florian Agez, elle va prendre en compte quelque chose d'intéressant, la temporalité des images, c'est-à-dire que pour recalculer la haute résolution d'une image, on regardera les images précédentes pour comprendre un peu ce qui pourrait se passer de manière un peu logique. On espère que ça nous permettra toujours de mieux jouer aux jeux vidéo avec des machines pas trop puissantes en basse résolution, avec un faux rendu en haute résolution. Tant que ce dernier est convaincant, on est chaud. Ça nous permettra peut-être de jouer au prochain jeu Harry Potter en 4K 60 FPS, pourquoi pas. Il a été présenté cette nuit lors d'un State of Play PlayStation, mais il sortira aussi sur Xbox, aussi sur PC et même sur Switch. Ce sera un jeu de rôle 100% solo dans un monde ouvert qui, d'après les premières images, nous a quand même donné envie. Vous arriverez évidemment dans la fameuse école de Poudlard, c'est une sorte de HEC de la sorcellerie, 100 ans avant les événements des romans de J.K. Rowling, qui n'a pas été cité d'ailleurs dans cet événement, et avec un nouveau héros, une nouvelle héroïne, en 5e année. Donc, cours des forces contre le mal, évidemment, lutte entre les grandes maisons, etc., etc. On a vraiment hâte de voir ce que le studio Avalanche nous promet et surtout si ce sera à la hauteur des promesses. Je vous rappelle, ça arrivera à la fin de l'année 2022. On termine avec un tout petit peu de politique et de hacking. Et hier, Emmanuel Macron, qui est désormais candidat officiellement à l'élection présidentielle 2022, a fait un long discours, un rendez-vous avec les Français de plusieurs heures. Et on s'est, nous, concentré sur un point très précis. Emmanuel Macron veut un métavers européen. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Après avoir un peu creusé, c'est un peu ce qu'on s'imaginait, c'est-à-dire que c'est un gros buzzword, puisque évidemment, déjà que la définition de métavers, elle est encore très très ouverte selon les entreprises et selon les organisations, mais un métavers européen, qu'est-ce que c'est? Dans le texte pour Emmanuel Macron, c'est un sujet clé à la fois pour la création, mais aussi pour la capacité pour tous nos créateurs, quel que soit leur champ culturel et leur champ d'activité, de ne pas défendre d'acteurs, d'agrégateurs anglo-saxons ou chinois, qui pourront totalement contourner les règles de respect des droits d'auteur et des droits voisins. En gros, ça veut rien dire. Bon, en gros, on voudrait une solution souveraine. Notre futur ex-secrétaire d'État au numérique, Cédric O, a dû intervenir pour préciser un peu la pensée d'Emmanuel Macron, qui était plein de buzzwords, mais qui était un peu vide de réelles mesures, pour expliquer que le but serait plutôt de bâtir des champions français et européens de certaines briques du métavers, et notamment les moteurs graphiques. Donc voilà, si en fait vous voulez concurrencer l'Unreal Engine et Unity, il fallait le dire, Emmanuel. Mais bon, c'était peut-être moins
le buzz. Est-ce qu'Emmanuel Macron remportera cette élection présidentielle? Nul ne le sait pour l'instant. Mais est-ce que vous aurez le droit, s'il l'emporte ou si un autre candidat emporte l'élection présidentielle, de crier aux faux résultats, un peu comme ça a été le cas, comme c'est toujours le cas aux États-Unis? Eh bien, selon Twitter, oui, mais voilà, Twitter et les autres réseaux sociaux qui, je vous rappelle, font la chasse aux fake news. Eh bien, Twitter ici dira que si vous commencez à remettre en cause les résultats de l'élection présidentielle d'avril 2022, vous serez juste flagué avec un petit avertissement de Twitter, mais vous ne serez pas banni du réseau. Ça va être un gros bordel, je sens, à la fin de ces élections. Et on termine avec une news qui devrait être une news déprimante, mais qui m'a presque fait rigoler. On va parler d'une organisation canadienne qui s'est fait hacker. Très bien. Mais elle s'est pas fait hacker une fois, elle s'est fait hacker 2 fois. Alors c'est dur parce que c'est quand même la Canadian Healthcare Organization, quand même, donc c'est un service public important canadien, qui a été piraté par un ransomware, donc un gang de rançon-logiciel qui s'appelle Karma, qui a déposé l'été dernier une note de rançon pour expliquer qu'ils avaient volé des données dans certains de leurs ordinateurs et qu'ils allaient bientôt les vendre en décembre 2021. Sauf que ils se sont refait pirater par un autre gang de rançon-logiciel très connu aussi, dont je vous parle régulièrement, qui s'appelle Conti. Et Conti, eux, ils ont littéralement crypté les ordinateurs de la victime, donc de l'HCO, mais ils ont également crypté la note de rançon de leur gang concurrent, et en expliquant à la victime de dire ne les payez pas eux, payez-les nous, et en bloquant tout, et du coup, en même temps, en stoppant les ordinateurs infectés par le gang d'avant. C'est un sacré bordel, on n'a pas encore le dénouement de cette histoire, mais ça nous fait un petit peu rigoler de voir des gangs se disputer et se pinailler sur le corps d'une victime. C'est absolument incroyable comme monde. J'espère que lundi, l'épisode sera un peu plus joyeux de cette quotidienne condensée. En tout cas, passez un très très bon week-end. Ciao.